Chaque club de football a son histoire. Chaque club de football a connu la joie des titres ou des montées en première division, les grandes affiches d'un soir de Ligue des Champions ou des victoires plus modestes. Chaque club a forcément quelque chose à vous raconter, de sa création pour la plupart au début du XXe siècle, à son statut d'aujourd'hui. Un parcours propre à chacun avec ses grandes victoires et ses plus grandes désillusions, ses joueurs de légende adulés par les supporters et ses entraîneurs mythiques qui nous rendraient parfois un peu nostalgiques. Vous l'avez bien compris, on va reprendre aujourd'hui la série Histoire de club pour parler d'un club historique du football européen, de retour sur le devant de la scène et qui dispute samedi soir la finale de la Ligue des Champions. Bienvenue à tous pour l'épisode 3 d'Histoire de club. Rendez-vous chez les Nerazzurri. Nous sommes au début de la décennie 1900. Le football commence à se structurer un peu partout en Europe et les clubs voient le jour en Italie via des championnats principalement régionaux. À Milan, à Turin ou encore à Gênes, c'est-à-dire dans la partie nord du pays, le football prend une place de plus en plus importante et les premières divergences vont très vite arriver. En mars 1908, la fédération italienne annonce vouloir interdire la présence de joueurs étrangers dans le championnat. Les dirigeants du Milan Cricket and Football Club, ancêtre de l'AC Milan, décident alors de se retirer du championnat et d'annuler leur inscription pour contester la décision. Enfin, quand je dis les dirigeants, ce n'est en fait qu'une seule partie de ces derniers, puisque certains veulent absolument disputer la saison, peu importe les choix de la Fédé. La rupture entre les dirigeants est forte, très forte, et une partie d'entre eux décide de se retirer du club pour lancer leur propre équipe, le Football Club Internazionale Milano. C'est comme ça qu'est né le club de l'Inter Milan. Formed in 1908 as a breakaway group from Milan by Swiss nationals, its aim was to establish a team that would embrace all nationalities. On n'est pas trop sûr concernant la version officielle du choix des couleurs du club, le bleu et le noir, mais a priori ce serait dû à la présence d'un peintre parmi ses dirigeants, un peintre qui n'aurait eu ce soir-là que deux couleurs à sa disposition pour dessiner le blason du club, du bleu et du noir, pour dessiner les lettres F, C, I, M. Avec des joueurs dont la plupart sont originaires de Suisse, d'Italie voire même du Brésil, l'Inter ne va pas attendre très longtemps avant de marquer les esprits. 2 ans seulement après sa création et à l'occasion du premier championnat dans une poule unique et non plus régionale, l'Internazionale est sacré champion d'Italie après sa victoire lors du barrage final contre l'équipe de Pro Vercelli. Pour la petite histoire, les Nerazzurri ont gagné la rencontre contre des adolescents âgés de 11 à 15 ans puisque la grande majorité des joueurs de l'équipe adverse étaient demandés par l'équipe militaire. Victoire 10-3 contre des ados, pas trop de place pour les sentiments. Le club va ensuite continuer à se structurer sans pour autant briller dans un championnat en constante évolution. En évolution aussi bien sur le format que sur les équipes présentes dans celui-ci, mais la Première Guerre mondiale marque le premier coup d'arrêt. À la fin des années 20, 2 événements vont marquer l'histoire de l'Inter Milan. Le premier est une conséquence politique. Avec l'arrivée du régime fasciste au pouvoir en 1922, les directives proposées par celui-ci concernant le sport vont impacter directement l'organisation du championnat en Italie. Il faut absolument réduire les doubles clubs dans une même ville et que ce soit à Rome, à Florence, à Bari ou à Milan, les clubs n'ont pas vraiment le choix et doivent fusionner. C'est ainsi que l'Internazionale fusionne avec l'US Milanese, un autre club de Milan qui n'est pas l'AC Milan, pour former en 1928 la Società Sportiva Ambrosiana en hommage à Saint-Ambroise de Milan. Ça c'est pour la mauvaise nouvelle. La bonne c'est que le club a pu observer un petit prodige dans ses équipes de jeunes, un gamin de 17 ans déjà appelé en équipe première, un certain Giuseppe Meazza. È stata una bandiera dell'Inter e Meazza è stato un grande, diciamo, un grandissimo giocatore. Giuseppe Meazza nell'immaginario collettivo è il gioco del calcio. Alors que le club pataugeait un peu depuis quelques années, le nouveau souffle apporté par Meazza va transformer l'équipe milanaise qui va terminer championne lors des saisons 1930, 1936 et 1938. L'attaquant en profite pour marquer plus de 270 buts avec le club milanais. C'est clairement l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Inter, la première vraie star du club et celui qui donnera plus tard son nom au stade des Nerazzurri. Il a fait partie aussi de la sélection italienne, double championne du monde en 34 et en 38, dans laquelle figuraient quelques joueurs de l'Ambrosiana Inter, Meazza étant le capitaine lors de la 2e édition remportée. Le club se structure peu à peu, malgré le contexte socio-économique un peu compliqué dans les années 30, porté par le génie de Peppino, le surnom donné à Giuseppe Meazza. Je vous passe les détails évidemment, mais à l'époque il y a eu pas mal de problèmes financiers, de changements de couleur de maillot,
d'instabilité au niveau de la direction et des entraîneurs, le club est en chantier et c'est tout à fait normal. Nous sommes alors en 1955, la Seconde Guerre mondiale est passée par là, l'Ambrosiana a complètement disparu et s'appelle désormais l'Internazionale. Deux personnes vont changer à jamais le visage du club italien, un président d'abord, un entraîneur ensuite. Angelo Moratti, grand homme d'affaires italien et père de Massimo dont on parlera plus tard, rachète le club en 1955 alors que l'Inter vient de remporter 2 championnats consécutifs. Il vantaggio di 5 punti sui campioni d'Italia e di 4 punti sul Milan aumentano le probabilità di vittoria finale dei nero-azzurri. Après quelques années de battement, il décide de recruter non pas un joueur star, non pas un entraîneur star, mais bien les deux à la fois. Elenio Herrera, entraîneur argentin passé par la France d'abord, mais surtout par le très bon FC Barcelone à la fin des années 50, est recruté par l'Inter pour bâtir une équipe qui doit trionfer en Europe. Un allenatore deve occuparsi di 4 cose fondamentali: la preparazione fisica dei suoi giocatori, il progresso tecnico, la tattica, cioè il gioco d'insieme, e la morale. Per questo ultimo ci vuole psicologia anche per conoscere i suoi giocatori, il temperamento e le reazioni. Dans ses valises, Elenio ramène le numéro 10 du Barça, Luis Suarez, mais ramène surtout ses idées, celles d'un football défensif hermétique, sublimer l'art de la défense pour lancer rapidement des contre-attaques. Son jeu se base sur quelques principes fondamentaux. En défense, il y a toujours un joueur qui reste derrière tout le monde, le dernier défenseur, le balayeur, la dernière solution défensive si par malheur, un attaquant adverse a réussi à passer le premier rideau défensif. Dans le schéma de l'entraîneur argentin, ce joueur, ce chien de garde, c'est Armando Picchi. Quando sono arrivato all'Inter, che tutti mi parlavano della grande Inter. La clé du succès de cette équipe repose sur la densité défensive et le marquage ultra serré imposé par les joueurs de l'Inter, quel que soit l'endroit sur le terrain. Cette formation très compacte permet à l'Inter d'encaisser très peu de buts et donc de prospérer dans toutes les compétitions auxquelles elle participe. Offensivement, la construction du jeu se base principalement sur 3 types de phases de jeu. Soit des longs ballons devant pour aller chercher les attaquants Mazzola, Corso ou Milani qui doivent savoir jouer en pivot. L'Inter développe aussi son jeu autour des latéraux, un profil plus offensif à droite avec le Brésilien virevoltant Jair et un profil plus défensif à gauche, le capitaine et légende du club Giacinto Facchetti. Ces deux joueurs de côté n'hésitent pas à prendre l'espace et créer du danger devant. Enfin, la marque de fabrique de cet Inter version Catenaccio, la contre-attaque évidemment, se projetait rapidement vers l'avant dès la récupération du ballon. Herrera disait d'ailleurs « Ce que je veux, c'est du football vertical à grande vitesse, 3 passes maximum pour atteindre la surface adverse. » Voilà pour les quelques principes tactiques du Grande Inter qui va rouler sur l'Italie, sur l'Europe et même sur le monde de 63 à 66. Champion d'Italie à 3 reprises, l'Inter va aller remporter les 2 premières Coupes d'Europe de son histoire, la Ligue des Champions de l'époque, contre le Real 3-1 en 64 et contre le Benfica 1-0 en 1965. In questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. Recruté pour aller justement chercher cette Coupe d'Europe lancée 10 ans plus tôt, Elenio Herrera a bâti cette équipe selon des profils qui correspondaient parfaitement avec ses aspirations tactiques. On a pu le voir contre le Real notamment, où le marquage très serré sur les vieilles stars de la Maison Blanche aura bien profité à l'Inter. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant en 67, puisque les protégés du mage argentin seront vaincus en finale de Coupe d'Europe contre le Celtic Glasgow. 3 finales en 4 ans, le résultat est plutôt sympathique. Le club italien en profite aussi pour gagner 2 fois la Coupe intercontinentale et donc asseoir un peu plus sa domination tactique sur le football de l'époque. Après 15 saisons un peu compliquées, aussi bien en Italie avec seulement 2 Scudetto gagnés, l'Inter est campione d'Italia 1970-1971, que sur la scène européenne, l'Inter a du mal à retrouver de sa grandeur. Le Catenaccio des années 60 a été balayé d'abord par le football total néerlandais et le championnat est dominé par l'AS Rome du Brésilien Falcao, la Juventus de Michel Platini et le Napoli de Diego Maradona. Le Milan AC va se tourner vers la filière néerlandaise, celle de Rijkaard, de Ruud Gullit et de Marco van Basten. L'Inter, quant à lui, va regarder du côté de la Mannschaft. Karl-Heinz Rummenigge va être le premier à poser ses valises en Lombardie en 85, avant l'arrivée de joueurs comme Lothar Matthäus, Andreas Brehme ou Jürgen Klinsmann,
des cadres de l'Allemagne championne du monde en 1990. Condiviso con tutti quelli che hanno giocato con Lothar qui all'Inter. Credo che veramente lui ci abbia dato un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Cette équipe de l'Inter, version germanique, va remettre du baume au cœur aux supporters nerazzurri et va surtout remplir un peu plus l'armoire à trophées. D'abord, il y a ce championnat en 89, remporté haut la main par les hommes de Giovanni Trapattoni, ancien entraîneur de la Juventus, 34 matchs, 26 victoires pour seulement 2 défaites. 52 punti in 30 partite, è la mitica e grandissima Inter questa. Complimenti Walter, complimenti, veramente, ciao Tutte le meriti. Ensuite, il y a la Coupe UEFA, la première d'une liste un peu plus longue en 1991, l'Inter qui remporte la double confrontation contre l'AS Roma. Fallo laterale, il fischio finale, l'ultimo episodio, l'Inter ha vinto la Coppa UEFA, la conquista del loro terzo trofeo. Nel 64 et nel 65, l'Inter Euromondiale di Elenio Herrera. Bon, c'est pas la grande Coupe d'Europe, c'est vrai, mais après des années de disette en Ligue des Champions et plusieurs désillusions ces dernières saisons, cette compétition fait beaucoup de bien au club et va lancer une nouvelle tendance. En 94 contre le Casino Salzbourg, grâce notamment à Dennis Bergkamp, et en 98 contre la Lazio, grâce au festival de Ronaldo, les Interistes vont remporter 2 nouvelles Coupes UEFA, plus une défaite en finale en 97 contre Schalke 04. La colonie allemande est repartie de Lombardie et l'Inter présente cette fois-ci une équipe beaucoup plus cosmopolite avec pas mal de joueurs sud-américains accompagnés de Youri Djorkaeff. Di giocatori che avevano dentro anche entusiasmo e il piacere di fare quello che facevano e sono rimasti in mente come degli eroi e degli amici, che anche al pubblico. C'est une période assez paradoxale pour le club. Massimo Moratti a pris la présidence du club qui a bien performé en Europe avec ses 3 titres en 8 ans, mais le son de cloche est bien différent en Serie A. L'Inter ne joue plus les troubles fêtes, l'Inter passe tout près de la relégation en 94, seulement 1 point devant le premier relégable. Bon, l'arrivée de R9 en 97 a fait beaucoup de bien au club, mais son instabilité physique va entraîner avec lui tout l'Inter, qui navigue un peu à vue depuis quelques années. Une petite stat pour appuyer tout ça, entre 91 et 2001, soit pendant 10 ans, l'Inter a connu pas moins de 15 entraîneurs, le projet a du mal à se pérenniser. On avance tranquillement dans le temps et nous voilà au début du 21e siècle, une période compliquée voire frustrante pour l'Inter. J'en parlais dans le conte de foot sur Clarence Seedorf, mais à cette époque, l'Inter a sur le papier un effectif monstrueux capable de rivaliser avec n'importe qui. Ronaldo, Seedorf, Zanetti, Vieri, Recoba, Zamorano, Adriano, Laurent Blanc, Cordoba, Calon, Di Biagio ou même Robbie Keane, j'en avais aucun souvenir. C'est beau, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour gagner des titres. Entre les blessures et l'instabilité des coachs et de l'effectif, la mayonnaise n'a jamais pris et l'Inter ne fera pas mieux qu'une 3e place de Serie A avec des soirées cauchemardesques en souvenir, notamment ce 6-0 encaissé à domicile contre l'AC Milan. Sans oublier aussi cette bonne petite élimination en 8e de finale de Coupe UEFA contre le Deportivo Alavés. On en parlait juste avant, le club manque de stabilité, notamment via la valse des entraîneurs, et attend toujours de tomber sur la bonne personne pour reprendre du poil de la bête. L'Argentin Hector Cooper va remettre l'équipe dans le sens de la marche en l'amenant jusqu'au dernier carré de Ligue des Champions. C'était il y a 20 ans, éliminé à cause d'Andrei Shevchenko. 2e de Serie A et demi-finaliste de Ligue des Champions, ça va un peu mieux mais c'est vraiment en 2004 que l'Inter va entamer sa reconstruction. Sur le banc, on retrouve cette fois-ci quelqu'un qui connaît très bien la Serie A, Monsieur Roberto Mancini. Credo che l'Inter possa dare questa opportunità perché è una grandissima squadra, una grande società e ha dei grandissimi giocatori, quindi io sono qua per questo. L'entraîneur italien ne va pas flamber comme certains de ses prédécesseurs, mais va recruter intelligemment des joueurs en fin de contrat, des joueurs libres ou des joueurs prêtés, pour se bâtir un effectif de plus en plus costaud. Lors de ses 2 premiers mercatos, des joueurs comme Cambiaso, comme Veron, comme Figo ou comme Walter Samuel débarquent au club pour apporter leur expérience. Ajoutez à cela des pointures comme Zlatan, un peu plus cher, comme Vieira, Maxwell Macon ou comme Hernan Crespo en prêt, et vous avez cette belle petite équipe qui va remporter 3 Serie A consécutives. Questo è un giorno che non dimenticherete mai, è il giorno dell'Inter campione d'Italia. Campione d'Italia per la 15ª volta, che emozione è per te questo scudetto? La squadra abbia fatto un campionato straordinario. Bon, il y a eu les histoires du Calciopoli qui faussent quelque peu l'interprétation, mais en 2007 comme en 2008, l'Inter a complètement écrasé le championnat italien
avec seulement 4 défaites en 76 matchs. Sa défense dure derrière, la paire Zlatan Crespo ou Zlatan Julio Cruz fonctionne très bien devant. L'Inter est de nouveau dominant, Massimo Moratti a enfin trouvé un peu d'équilibre. Di poter fare in modo che il nome Moratti comunque possa essere significativo ancora per la storia dell'Inter. En Italie, la machine est de retour, on en parlait, mais le club milanais a toujours en travers de la gorge le manque de titres en Ligue des Champions, une affaire qui traîne, je le rappelle, depuis 1965. Et ce n'est pas l'élimination en 2008 contre Liverpool qui va arranger les choses, Mancini est limogé. Merci d'accueillir sur le banc Monsieur José Mourinho. L'ancien entraîneur de Porto et de Chelsea débarque en 2008 avec tout son staff et nous sort une première conférence façon Special One. Perché è un modo furbo di fare la stessa domanda di lui. Sì. Sì. Ma io non sono Pirlo. J'en parlais dans la vidéo sur Mourinho, mais ses débuts avec l'Inter sont un peu mitigés. L'Inter fait le job en Serie A évidemment, premier loin devant la Juventus, mais l'entraîneur portugais a été recruté pour une toute autre raison. Les Red Devils de Vidic et du Cristiano en ont décidé autrement. Ce ne sera pas pour cette année, mais Mourinho a de la suite dans les idées. Avec une enveloppe d'environ 70 millions d'euros, l'Inter va aller chercher Diego Milito et Thiago Motta au Genoa, Lucio du côté du Bayern, Wesley Sneijder indésirable à Madrid, Goran Pandev qui a fait les beaux jours de la Lazio, et le grand Samuel Eto'o, échangé contre Zlatan Ibrahimovic. Sur le papier, le recrutement est correct, il y a de très bons joueurs, mais c'est surtout la façon dont Mourinho va les assembler qui va faire avancer l'Inter dans la bonne direction. Dans un 4-2-3-1, modulable en 4-4-2 selon l'adversaire et selon les situations, les Nerazzurri vont gagner le championnat pour la 5e fois de suite, c'était un peu plus accroché avec la Roma, et la Coupe d'Italie une nouvelle fois contre les coéquipiers de Francesco Totti. Malgré le gros nettoyage en termes d'effectifs et l'arrivée de toutes ces recrues, l'Inter n'a pas perdu les bonnes habitudes en championnat, avec en prime ce bon petit 4-0 envoyé à San Siro. Mais en Ligue des Champions, le plus important pour cette saison 2010, qu'est-ce que ça donne? L'Inter a réussi à filer en demi-finale pour la première fois depuis 2003, après avoir éliminé Chelsea en 8e et le CSKA Moscou en quart de finale. Ça n'a pas été facile, loin de là, ça n'a pas été de tout repos pour ces deux confrontations, mais l'Inter est au rendez-vous face à l'épouvantail barcelonais. We want to follow a dream. Yes, it's true. But one thing is to follow the dream, another thing is to follow an obsession. We have the dream to play the Champions League final. For Barcelona, it's not a dream. It's an obsession. La suite, évidemment, on la connaît. L'Inter gagne d'abord 3-1 à domicile, Motta prend un carton rouge au retour, Piqué marque le but de sa vie, et Mourinho va chercher le record du monde du 100 mètres. L'Inter a renversé le grandissime favori de la compétition avec un bon gros bus posé par Mourinho et une masterclass tactique à l'aller. Les Nerazzurri sont enfin en finale. Inter Milan will go to Madrid and Jose Mourinho's moment has come again. A special success for the special one. Face au Bayern, au Santiago Bernabéu, les protégés de Mourinho font le travail proprement, efficacement. Diego Milito file un bon gros rhume à Van Buiten, score final 2-0. Una finta in area, ancora! E il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale. 45 ans après le titre à San Siro, l'Inter est de nouveau champion d'Europe, l'Inter est de nouveau la meilleure équipe européenne de la saison après un parcours monstrueux, notamment cette fameuse confrontation contre le FC Barcelone. Voilà pour l'histoire de l'Inter Milan. Depuis ce triplé en 2010, le club a eu beaucoup de mal à enchaîner, principalement à cause de problèmes financiers qui ont fortement impacté les résultats du club lors de la dernière décennie. Désormais sous pavillon chinois depuis 2016, l'Inter a relevé la tête et a même remporté un nouveau Scudetto en 2021 sous les ordres de l'entraîneur italien Antonio Conte. À quelques jours d'inscrire peut-être son nom dans l'histoire avec cette finale contre Manchester City, même si ça va être très compliqué évidemment. L'Inter est de retour au premier plan du football européen et honnêtement, ça fait plaisir. Le derby contre les Rossoneri nous a tous rappelé des bons petits souvenirs de 2003 ou de 2005, à l'époque où les deux équipes s'affrontaient régulièrement lors de grandes soirées de Ligue des Champions.
J'espère que ce format vous a plu, que vous avez appris des choses sur l'histoire de l'Inter, de sa création en 1908 aux plus belles heures du club dans les années 60 et en 2010. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour le prochain club à traiter ou même pour un autre format sur un autre sujet, il y a toujours de très bonnes idées, donc c'est avec grand plaisir que je lis à chaque fois toutes vos recommandations. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine lundi 18 h. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, ciao.